Messieurs, ce briefing de renseignement aérien est sacré. Nous avons analysé en profondeur le programme d'essai de missiles guidés soviétiques. Le programme de développement de missiles soviétiques révèle que cela ajoute une nouvelle dimension à l'effet de surprise et nous oblige à réévaluer notre propre position stratégique ainsi qu'à reconsidérer la capacité des soviétiques à porter un coup dévastateur. Nous sommes en 1966 et des avions militaires américains survolent un paisible village côtier du sud de l'Espagne. Mais soudain, c'est la catastrophe. Les deux avions s'écrasent, projetant des débris sur les villageois sans méfiance en contrebas. Mais il ne s'agit pas de simples avions ordinaires. L'un des avions transporte 4 bombes à hydrogène de 4 mégatonnes, chacune 100 fois plus puissante que la bombe atomique qui a dévasté Hiroshima. Une force destructrice si immense qu'elle pourrait infliger des dégâts irréparables à une grande partie de l'Espagne, laissant une ombre radioactive pour des générations à venir. Avec les débris et les décombres éparpillés dans tout le village, les habitants n'ont aucune idée du danger qui les entoure. Les deux avions font partie de l'opération Chrome Dome, une mission de sécurité top secrète de la guerre froide. Rejoignez-moi pour plonger au cœur des événements qui ont suivi l'accident et découvrons à quel point le monde a frôlé une catastrophe nucléaire. L'ère de la guerre froide a été marquée par une course aux armements intenses entre les États-Unis et l'Union soviétique. C'était une lutte pour la suprématie, et les enjeux étaient un des plus élevés que jamais, auparavant. En 1957, l'Union soviétique a bouleversé le monde en lançant le premier missile balistique intercontinental parcourant plus de 6000 km en moins d'1 heure. C'était une mauvaise nouvelle pour les États-Unis, qui utilisaient encore des bombardiers pour larguer des armes nucléaires depuis les airs. Cela signifiait qu'ils mettaient plusieurs heures à riposter. Mais les Américains n'étaient pas prêts à laisser les Soviétiques gagner la course à la domination nucléaire. L'opération top secrète Chrome Dome était une mission relevant du commandement aérien stratégique où jusqu'à 12 bombardiers B-52 armés de missiles thermonucléaires restaient en vol 24 heures sur 24, pendant 8 ans, de 1961 à 1968. L'idée était simple, garder les bombardiers entièrement armés dans le ciel pour garantir une riposte rapide, même si l'Union soviétique devait endommager les bases aériennes américaines en premier. Les B-52 prêts à frapper avaient une portée impressionnante, allant jusqu'à 16 000 km sans ravitaillement et pouvaient rester en vol pendant de longues périodes grâce à leur capacité de ravitaillement en vol. Opérant sur 3 trajectoires de vol stratégiques, ces missions n'étaient pas pour les âmes sensibles. L'une traversait le Pacifique depuis l'Alaska en direction du Japon, une autre survolait le Groenland et la troisième volait vers l'est, traversant l'Espagne pour entrer en Méditerranée. Ces vols duraient environ 24 heures et nécessitaient plusieurs ravitaillements en vol, ce qui, bien que courant, restait une opération à haut risque, demandant une grande précision et beaucoup de compétences. Le KC-135A ravitaillait en vol des appareils comme le B-52 à l'aide d'une perche lors d'une mission de ravitaillement. Le B-52, évoluant à 30 et 1000 pieds, s'approchait du ravitailleur volant. Mais quelque chose a terriblement mal tourné. Le bombardier allait trop vite et a percuté la perche de ravitaillement du ravitailleur, déclenchant une explosion qui a enveloppé l'avion de flammes. Et ce n'était que le début du calvaire de la mission. La charge thermonucléaire non armée du B-52, composée de 4 énormes bombes de 15 mégatonnes, a été larguée de la soute du bombardier lorsque le B-52 s'est disloqué. Bien que les bombes aient été équipées de parachutes, seuls 2 des 4 se sont ouverts. Les explosifs non nucléaires contenus dans les 2 autres engins ont explosé à l'impact avec le sol, créant des cratères de la taille d'une maison. L'explosion a projeté une poussière de plutonium hautement toxique sur une vaste zone comprenant des habitations, des champs de tomates et des forêts. La 3e bombe a atterri intacte, à moitié enfouie dans le lit asséché d'une rivière. La 4e bombe, cependant, ne serait retrouvée que plus de 2 mois plus tard. En quelques heures, le village de pêcheurs de Palomars allait devenir le centre de l'attention mondiale. Plus de 2000 soldats ont été déployés pour une vaste opération de nettoyage appelée Moins et qu'on a été intitulée Moist Mop. De façon choquante, ils ont travaillé plusieurs semaines sans protection, seulement en uniforme.
Ils ont creusé la terre contaminée et l'ont expédiée dans des fûts en acier vers une installation d'élimination sécurisée aux États-Unis. En même temps, broussailles, arbres et maisons étaient nettoyés à l'eau, à haute pression et au détergent, tandis que plusieurs couches de peinture étaient appliquées sur les façades. Pour empêcher les particules radioactives de se remettre en suspension dans l'air, les troupes ont également brûlé de vastes cultures contaminées, ce qui est dangereux car inhaler de la poussière de plutonium peut entraîner la mort des cellules du tissu pulmonaire, provoquant des maladies pulmonaires et le cancer. Des rapports déclassifiés montrent que plus de 6 livres de plutonium ont été libérés lors de l'incident. Cette quantité a fortement accru les inquiétudes sanitaires des vétérans de Palomar. De plus, l'armée de l'air a acheté des camions entiers de tomates contaminées pour prouver qu'elles étaient sans danger à consommer, malgré les risques sanitaires liés à la consommation d'aliments contaminés. La recherche de la 4e bombe était toujours en cours, et les États-Unis étaient impatients de la retrouver avant que des ennemis présents dans la région ne puissent s'en emparer. Puis la situation a pris une tournure dramatique lorsque des témoins oculaires ont rapporté avoir vu un parachute tomber dans les eaux de la Méditerranée. Mais où exactement la bombe a-t-elle atterri ? La recherche fut une entreprise colossale, impliquant 30 navires et un submersible. Le coût de la seule recherche en mer a dépassé les 10 millions de dollars, ce qui en a fait l'opération de sauvetage la plus coûteuse de l'époque. Malgré les efforts des experts pour calculer l'emplacement de la bombe, la zone d'impact potentiel restait trop vaste pour être fouillée efficacement. C'est alors qu'un pêcheur local a apporté une information cruciale. Son témoignage a permis à l'équipe de concentrer ses recherches dans un rayon d'1 mile autour de l'endroit où il avait vu le parachute tomber, et l'espoir renaquit. Le 15 mars, un submersible de la marine a finalement localisé la bombe, reposant à une profondeur de 2500 pieds. Cependant, les efforts de récupération ont été entravés par des difficultés techniques, et il faudrait plus de 80 jours avant que la bombe puisse être remontée à la surface en toute sécurité. Étonnamment, la bombe semblait être en grande partie intacte, malgré plus de 11 semaines passées sous l'eau. Bien qu'elle ait subi quelques dommages, notamment une grande bosse à l'avant et 2 déchirures à l'arrière, le composant le plus critique, l'interrupteur, était resté en toute sécurité en position arrêt. Après l'incident de Palomares, environ 500 réclamations liées à la perte de revenus et aux blessures des résidents ont été réglées par les États-Unis. Cependant, des documents déclassifiés montrent que les États-Unis ont contribué à moins de 15% du financement promis pour un programme de santé publique visant à surveiller les effets à long terme des radiations. Les anciens combattants impliqués dans le nettoyage de Palomares auraient en développé des cancers en raison de l'exposition au plutonium. Mais le département des anciens combattants a plusieurs fois rejeté leur demande, s'appuyant sur des estimations inexactes de l'exposition aux radiations fournies par l'armée de l'air. Les poursuites découlant des opérations de nettoyage ont été rejetées en raison d'une loi fédérale protégeant l'armée contre les réclamations pour négligence. La plupart des plaignants sont depuis décédés d'un cancer. En août 2022 cependant, le président Joe Biden a signé la loi Promise to Address Comprehensive Toxics afin d'améliorer l'accès des anciens combattants aux soins de santé liés à l'exposition à des substances toxiques. À ce jour, l'héritage obsédant de la contamination hante Palomares. Des analyses de sol dans les années 1990 ont révélé que plus de 65 milliards cubes restaient incontaminés, avec des zones non détectées présentant, selon les rapports, des niveaux de radiation 20 fois supérieurs à la limite autorisée pour les zones habitées. Cela fait plus de 10 ans que les États-Unis ont accepté de nettoyer le plutonium restant, mais aucun calendrier n'a été annoncé. Malheureusement, Palomares reste la ville la plus radioactive d'Europe, avec environ 1/5 du plutonium qui continue de contaminer la région. Regardez cet épisode ensuite. Si vous avez trouvé cette vidéo intéressante, merci de mettre un j'aime et de laisser un commentaire si vous souhaitez soutenir la chaîne.